Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 171. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à la technique du roman polyphonique. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent, aussi parce que, on va le voir, le roman polyphonique et la technique narrative du roman polyphonique est quelque chose de très efficace lorsque on veut instaurer un lien très fort avec le lecteur et un lien d'immersion très fort avec le lecteur. Alors, tout d'abord, revenons à la base. Qu'est-ce qu'un roman polyphonique ? C'est un roman qui est écrit à plusieurs voix, c'est-à-dire que dans le cadre de la narration du roman, on va suivre le point de vue de plusieurs personnages. Et quand je dis le point de vue, c'est-à-dire qu'on va avoir un point de vue incarné. On va se retrouver dans la tête de plusieurs personnages et on va vivre une partie de l'intrigue principale ou secondaire au travers exclusivement de la vision et du ressenti et des émotions d'un personnage. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un roman polyphonique, parce qu'en réalité, il va y avoir plusieurs voix dans le roman. Alors l'avantage du roman polyphonique, c'est avant tout son immersion. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu écris dans la tête d'un personnage, et en règle générale, on pousse le vice jusqu'à employer le pronom « je », donc le lecteur va se retrouver véritablement dans la tête d'un personnage, il y a un côté très immersif. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la tête d'un personnage, il ne va faire plus qu'un avec les émotions, les schémas de pensée et les schémas de comportement du personnage dont il entend la voix évidemment, et forcément comme tout ce qui va se passer dans le livre, toute l'intrigue principale va passer par le prisme d'un personnage qui va donc l'analyser au gré de ses émotions, de son expérience, de sa vision des choses, et ce sera une restitution un peu biaisée que le personnage fait par rapport au lecteur. Et donc le lecteur aura les informations liées à la narration principale au travers d'un prisme qui est celui d'un personnage. Donc si le personnage il est timide, il est mélancolique, il est tragique, ou si au contraire il est drôle, il est cynique, etc., tu te rends bien compte que la façon dont le lecteur va comprendre la narration principale va être légèrement biaisée, puisqu'il ne va recevoir ces informations qu'au travers d'un prisme psychologique, et ce prisme psychologique, ce sera évidemment celui du personnage. Donc par définition, ça va colorer immédiatement l'intrigue principale et la façon dont on vit, dont on perçoit ce qui va se passer dans les rebondissements ou dans les péripéties. Alors évidemment, lié au caractère immersif du roman polyphonique, il y a évidemment le lien de connexion qui se fait beaucoup plus facilement entre le protagoniste, le personnage, et le lecteur. Je t'ai souvent dit dans ce podcast et mes masterclass, et si jamais tu me découvres, merci de me découvrir, mais ce qui est véritablement important pour réussir un personnage et pour plus globalement réussir un roman, c'est d'établir un lien entre ce qui se passe dans le livre et le personnage. Or, ce lien ne peut se constituer qu'entre un lecteur et un personnage. Le lecteur n'éprouve pas de lien avec un background, avec des rebondissements, avec des péripéties. En vérité, il établit un lien avec un personnage qui vit toutes ces choses, qui vit les rebondissements, qui vit les péripéties, qui traverse une narration et une intrigue principale, mais le lecteur ne se sentira jamais connecté avec un système de magie, un système politique, une dynastie, la description d'une guerre, etc. Voilà, ça va être de l'environnement, bien sûr, qui va accueillir le ressenti des personnages, mais le lecteur ne réussit à créer de lien qu'avec des personnages. Donc évidemment que lorsque tu fais parler et penser et s'émouvoir directement un personnage, quand on se trouve directement dans sa tête, c'est bien plus facile pour le lecteur de te sentir connecté à ce personnage que quand il se trouve face à une narration omnisciente, qui est objective, typiquement la narration du Seigneur des Anneaux, qui est objective et omnisciente, donc qui a un côté très informatif,
évidemment omniscient, puisque du coup la narration, elle est en dehors de la focale interne, elle est en dehors de l'intrigue, elle ne vit pas l'intrigue, c'est une narration omnisciente. Donc alors l'avantage, c'est que tu donnes toutes les informations possibles et imaginables de tous les personnages, de tout ce qui arrive. On a vraiment une vision périphérique et une vision d'ensemble de l'intrigue, des rebondissements, des péripéties et de ce que ressentent les personnages, mais il y a un côté un peu froid. Parce que, justement, c'est une narration omnisciente. Alors qu'à partir du moment où tu incarnes ta narration et que tu te retrouves en ce qu'on appelle la focale interne, et où tu incarnes par le biais du point de vue d'un ou plusieurs personnages, pour le lecteur, c'est beaucoup plus facile de se connecter à ce point de vue, parce qu'il est directement dans la tête et dans les émotions d'un personnage. Et comme je viens de te dire que le lien se faisait avant tout au travers d'un personnage, quand tu fais parler un personnage, le lien se fait automatiquement. Et puis il y a un troisième avantage dans le roman polyphonique, c'est les ruptures de rythme, les changements de rythme qui du coup vont cadencer ton roman et vont lui apporter un rythme soutenu, forcément puisque c'est cadencé. Parce que lorsque tu changes de point de vue, tu vas changer de perception, tu vas changer de ressenti, tu vas changer de schéma de pensée. Et le fait de changer de schéma de pensée, de changer de point de vue, de changer d'émotion, ça va introduire une rupture de rythme dans ta narration. Et ça permet évidemment d'introduire des variations de tonalité dans ton roman. Et toute variation de tonalité dans ton roman, va introduire une ondulation narrative qui va faire passer le lecteur par différentes émotions. Et donc ça rend évidemment un roman beaucoup plus rythmé. Et tout ça, évidemment, c'est très avantageux lorsque on écrit un roman. Alors très clairement, quand on parle de roman polyphonique, ça fonctionne très très bien dans certains genres, notamment la romance, l'alternance de points de vue entre le personnage féminin et le personnage masculin qui forme le couple fonctionne très très bien parce que le lecteur aime bien rentrer dans la tête des différents protagonistes. Ça fonctionne aussi très très bien dans la littérature de fantasy, ainsi que de plus en plus dans la littérature blanche. Je ne cesserai jamais de le dire, mais la littérature générale est une littérature non genrée, donc l'avantage c'est que tu peux utiliser les codes de tous les genres, puisque la littérature blanche n'est pas une littérature de genre, donc elle n'a pas de code, donc tu peux prendre les codes de tous les autres genres. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien chaque fois qu'on veut muscler un petit peu le rythme et augmenter le caractère immersif de l'intrigue. Alors, à côté de ces avantages qui ont l'air très 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 efficaces, et ils le sont, il y a quand même des inconvénients qu'il faut que tu connaisses parce que, encore une fois, lorsque je te propose une technique narrative très efficace, je te renvoie à l'adage « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Donc il faut que tu fasses attention lorsque tu décides de manier des techniques narratives très efficaces parce que souvent, elles ont certains écueils, certains inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Dans le cadre du roman polyphonique, les inconvénients, c'est que évidemment, tu prends le risque de perdre, voire de diluer l'attention du lecteur en passant trop vite du coq à l'âne, c'est-à-dire en passant trop vite d'un point de vue à un autre. Ce qui fait que le lecteur, il va avoir une impression extrêmement saccadée de la narration. Et il va passer du point de vue de Georgette, au point de vue de Mauricio, au point de vue de Robert, au point de vue de Marina, et sans avoir le temps de s'installer dans un point de vue. Et donc de prendre ses aises dans ce point de vue, de bien comprendre la façon de penser de ce personnage, de bien comprendre son schéma de comportement et son schéma de pensée qu'il va passer directement à un autre point de vue qui est radicalement différent, pas parce que le personnage a pas du tout le même caractère, a pas du tout la même façon de voir et de penser les choses, et on a à peine le temps de poser ses valises dans cette psychologie qu'on va passer à une autre psychologie. Et du coup, le fait de surmultiplier les différents points de vue, tu vas obtenir l'effet inverse qui est souhaité, à savoir du rythme, de l'épaisseur et de l'immersion. Tu vas au contraire obtenir quelque chose qui va être très saccadé. Et comme le lecteur n'aura pas le temps de poser ses valises dans la tête d'un personnage suffisamment longtemps pour se sentir connecté à ce personnage, il va être complètement sorti de l'histoire. Et il ne va voir que le côté gadget, le côté je fais entrer un maximum de personnages dans un minimum de pages, et comme ça je vais faire le spectacle auprès du lecteur qui aura l'impression d'en avoir pour son argent parce qu'il passe d'un point de vue à un autre. C'est tout l'effet inverse que tu vas obtenir. Ensuite, autre inconvénient,
eh bien plus tu vas faire en sorte que le lecteur entre dans la tête d'un personnage et plus tu prends le risque que le lecteur ait l'impression que tous les personnages se ressemblent. Pourquoi ? Parce que lorsque tu utilises la focale interne, donc un point de vue interne, une narration intra-diégétique, il faut évidemment que tu travailles correctement ton personnage pour qu'on ait l'impression qu'on est vraiment dans la tête d'un personnage, avec ses défauts, ses qualités, sa vision biaisée du monde, forcément, sa vision internalisée du monde et des événements. Donc tout ça, ça se travaille, et il faut évidemment que tu colores et que tu connotes les passages qui se trouvent dans la tête d'un personnage. Si ton personnage, il est un peu naïf, il est très jeune dans sa tête, il est un peu immature, il est un peu coléreux, il est un peu volubile, il faut que ça se traduise dans ses actions et pas uniquement dans les monologues internes de sa pensée, parce que ça, faut vraiment éviter quand tu es en focale interne d'avoir des pages et des pages de monologues internes et interminables de moi, ma vie, mon œuvre, ce que je pense, comment je vois les choses, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus rébarbatif et il n'y a rien de plus chiant, on est assez clair là-dessus. Donc il va falloir que tu mettes de l'action, il va falloir que tu plonges ton personnage dans des péripéties, des rebondissements, etc. Et que tu le fasses réagir, que tu le fasses penser, que tu le fasses parler. Et à chaque fois que tu fais ça, évidemment, il faut que tu colores tes répliques, il faut que tu colores tes réactions, il faut que tu colores tes façons de tes schémas de pensée, du caractère et du background de ton personnage. Si tu ne le fais pas, on va avoir un vrai problème où on va se dire ben oui, enfin moi je passe du point de vue d'une jeune fille de 18 ans, orpheline, qui a jamais rien connu de la vie et qui est un peu naïve, à un autre point de vue qui est celui d'un vieux pirate de 40 ans qui a roulé sa bosse, qui s'est marié 4 fois, qui a eu 4 gosses disséminés un peu partout dans le monde qu'il ne connaît pas et qui a déjà échappé 5 ou 6 fois à la mort. On est bien d'accord que le schéma de pensée de ces deux personnages, leur façon de se comporter, leur façon de comprendre le monde et leur façon d'interagir avec les autres personnages ne peuvent en aucune façon se ressembler. Donc on doit avoir deux connotations particulières de ces deux focales. Donc si tu fais un chapitre la jeune fille, un chapitre le pirate, les chapitres ne doivent absolument pas se ressembler en termes de façon de parler, de s'exprimer et de penser et de voir le monde. Et bien sûr, il y a un autre inconvénient qui découle de celui-là, c'est qu'à force de ne pas vouloir tomber dans cet écueil de tous mes personnages pensent pareil et tous mes personnages parlent de la même façon, c'est de tomber dans la caricature. Et donc de se dire, oh là, je veux tellement pas que ces personnages se ressemblent, parce qu'ils ne peuvent pas se ressembler, que du coup, je vais y aller à la truelle dans leur façon de parler. Et alors du coup, je vais avoir une jeune fille naïve et qui n'a rien connu de la vie, qui va être complètement conne, soyons clairs, dans ses répliques. Mais alors quand je dis complètement gourdasse, c'est que elle va avoir des répliques très naïves, un vocabulaire un peu débile, et je te dis ça, je caricature à peine parce que je l'ai déjà lu. Où vraiment, on sent que la fille, elle a 2 neurones dans sa tête pour vraiment bien faire comprendre au lecteur, oulala, qu'elle est naïve, qu'elle n'est jamais sortie de chez elle et qu'elle n'a jamais rien connu de la vie. Et alors du coup, pour accentuer ça, on lui fait sortir des répliques complètement claquées au sol, d'un côté, et alors de l'autre, on a le baroudeur, le pirate de 40 ans, à qui on donne tic sur langage sur tic sur langage, pour faire comprendre, oui, à quel point, voilà, il a roulé sa bosse, c'est un pirate, donc il fume, ou alors il crache tout le temps, ou alors il insulte tout le temps, ou alors il est très caricatural. Et alors du coup, on saute comme ça du coq à l'âne et on se retrouve dans la tête de personnages qui sont horriblement caricaturés. Et c'est absolument pas crédible. Donc du coup, ça t'oblige à jouer ce jeu d'équilibriste entre connoter les personnages, les colorer, donc colorer les chapitres qui sont de leur point de vue, et ne pas trop en faire, ne pas trop être dans la caricature, pour que du coup ça sorte le lecteur de sa lecture en se disant oh là là, qu'est-ce que c'est caricatural, mais qu'est-ce que c'est caricatural. N'oublie jamais que la clé pour réussir un personnage, c'est la crédibilité, la vraisemblance. Et comment on rend un personnage crédible et vraisemblable? Eh bien en le rendant extraordinairement humain.
Donc, si ça n'existe pas dans la vraie vie, si dans la vraie vie personne ne parlerait de cette façon à la place avec ce qu'il vit et puis ce qui lui est arrivé, alors il y a peu de chances que ça se produise dans le roman. Donc la subtilité est vraiment importante. Donc, il va falloir que tu jongles entre un nombre suffisant de points de vue pour que ce soit intéressant, évidemment, et puis ne pas tomber dans la surenchère de je mets 4, 5, 6, 7 points de vue, parce que comme ça, ce sera vachement intéressant, etc. Et donc, quelques conseils pour bien réussir un roman polyphonique. Le premier que je vais te donner, et il est toujours à peu près le même, c'est que quand tu réfléchis à la mise en scène de ton intrigue principale, que tu commences à te demander comment tu vas l'incarner, de quelle façon tu vas découper ce qui va se passer dans ton intrigue principale, que tu réfléchis à ton plan, et que tu réfléchis aux personnages qui vont incarner cette narration, c'est de toujours te demander si ça a du sens que tu aies plusieurs points de vue. Ou est-ce que c'est juste une question de gadget narratif ? Est-ce que c'est vraiment important pour l'intrigue principale que tu l'incarnes au travers de plusieurs personnages ? Ou est-ce que c'est juste pour faire joli ? Ou est-ce que tu as l'impression que comme ça, ta narration, elle va être plus originale parce que tu l'incarnes en 2 ou 3 points de vue ? Et il faut que tu te poses vraiment cette question. Est-ce que ton roman gagne vraiment à être raconté par plusieurs points de vue ? Est-ce que ça apporte quelque chose à ton intrigue principale ou est-ce que c'est juste de l'ordre du gadget ? Et si c'est juste de l'ordre du gadget, je t'encourage à ne pas recourir au gadget narratif parce que, en règle générale, c'est là que ta narration devient très artificielle, très convenue et que du coup, le lecteur sent que tu as juste changé de point de vue histoire de changer de point de vue et d'avoir un peu de rythme parce que tu sais pas trop comment donner du rythme à ta narration, donc du coup, tu changes de point de vue. Donc, une fois que tu as choisi d'incarner ta narration dans plusieurs points de vue, il va vraiment falloir que tu travailles bien tes fiches de personnages et que tu travailles bien le background de tes personnages. Pourquoi ? Parce qu'un personnage prend de l'épaisseur et se colore avec son background. Et son background va évidemment influer son caractère, sa façon de réagir, sa façon de penser, et cette façon de réagir et de penser va encore plus évoluer et se transformer au fur et à mesure du déroulé de ton intrigue principale. Mais à la base, quand tu démarres ton roman, ton personnage ne naît pas au début du roman. Enfin, sauf si effectivement c'est le propre de ta narration et que on suit la naissance de ton protagoniste, mais sinon, on est d'accord qu'il a eu une vie avant le début du roman. Et donc ce background doit transpirer au travers des réactions et des pensées de ton personnage. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, compte le nombre de points de vue. N'en mets pas trop, parce que plus tu en mets, plus tu délues l'attention du lecteur. Donc vraiment, demande-toi, moi je veux faire un roman avec plusieurs points de vue, donc quels sont les points de vue qui seraient véritablement intéressants ? Et si tu te retrouves avec des points de vue qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, il est inutile que tu mettes un point de vue de plus. Il vaut mieux que tu n'en aies que 2 et que tu les travailles bien, qu'ils soient crédibles, vraisemblables, immersifs, justifiés, etc. plutôt que de m'en coller 4 et il y en a, on se demande un peu pourquoi on est dans leur tête parce que tu les as juste utilisés parce qu'à un moment, tu avais absolument besoin de donner des informations au lecteur que tu ne peux pas lui donner avec les 2 points de vue que tu avais initialement. Parce que oui, il est là aussi le problème, c'est que quand tu es dans un roman polyphonique, il faut veiller à ne donner au lecteur uniquement des informations dont disposent les personnages, dont c'est le point de vue. Tu ne peux pas donner au lecteur des informations dont ton personnage n'a pas conscience ou n'est pas en capacité de les comprendre ou n'est pas en capacité de les intégrer ou de les voir. Donc il est là aussi le problème, c'est que du coup ta narration elle est limitée. Elle est limitée à ce que peut sentir, voir et comprendre le personnage dans la tête duquel tu te trouves au moment où tu fais la narration. Et ça c'est très très important et très compliqué à mettre en place. Je te recommande d'être très très rigoureux et rigoureuse dans ton plan et de ne pas donner des informations que le personnage n'était pas du tout en capacité d'avoir. Et ça, c'est souvent ce qui se produit et qui fait qu'un roman polyphonique est raté. C'est-à-dire que l'éditeur, il se dit « mais non, mais cette information-là, il n'avait aucun moyen de le savoir. Cette information-là, c'est un autre personnage qui l'a eu et il n'a aucun moyen d'avoir eu accès
à cette information-là que détient un autre personnage. Donc il ne peut pas en tirer les conséquences puisqu'il ne peut pas avoir eu cette information. Il y a énormément de problèmes de cohérence dans un roman polyphonique. Donc il faut que tu sois très rigoureux et rigoureuse dans l'établissement de ton plan pour que ton personnage ne tire pas les conséquences d'une information qu'il n'a pas pu avoir. Une information que détient un autre personnage. Donc ça, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut se retenir de faire un roman à plusieurs voix ? Pas du tout. En règle générale, quand c'est bien fait, c'est plutôt très intéressant de changer de focale et de changer de point de vue. Et puis, quand c'est très bien fait, c'est très intéressant de jouer avec les changements d'humeur et les changements de façon de penser et d'agir des personnages. Et d'ailleurs, à ce propos, je donne toujours le même roman si tu veux voir la puissance de la coloration de différents points de vue. Je donne toujours l'exemple du roman Les Apparences de Gillian Flynn, qui a donné lieu à une adaptation cinématographique avec Ben Affleck et Rosamund Pike dans Gone Girl, du coup, mais je t'encourage vraiment à ne pas regarder le film, parce que là, tu vas pas voir les différentes narrations. Je t'encourage à lire le bouquin, qui se lit très très vite. Et alors, Gillian Flynn, elle a une technique narrative qui est absolument irréprochable, et il joue justement avec les différents points de vue et l'implication de la coloration des différents points de vue et du fait que chaque point de vue ne peut avoir accès qu'à un certain nombre d'informations que l'autre point de vue ne dispose pas et ne peut pas avoir accès. Et comment jouer avec un personnage a accès à telle information et l'autre personnage a accès à telle autre information, et comment, dans le déroulé de l'intrigue principale, on peut jouer avec ça et jouer évidemment avec le lecteur. Et vraiment, si tu veux voir ce que c'est que de colorer et connoter différents points de vue de façon extraordinairement maîtrisée, je te recommande vraiment Les Apparences de Gillian Flynn. Voilà ce que je voulais te dire autour du sujet fort intéressant du roman polyphonique, et j'espère que ce que je t'ai raconté a pu t'aider, et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.